Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, la première chose que je tiens à faire, c'est m'excuser pour le bruit de fond du ventilateur. Mais la chaleur est une nouvelle fois accablante, chose que je pense je vous ai le plus révélé sur la chaîne. Et nous, on part tout de suite pour un avis lecture. Je vais commencer par les graphiques puisque j'en ai quelques-uns à vous présenter. Le premier, c'est Les Sœurs Grémillet, le tome 4, Le Chamois et la Comète de Di Gregorio et Barbucci, qui est un ouvrage que je vous ai déjà présenté en vlog il y a quelques semaines maintenant. J'aime toujours autant cette saga jeunesse qui en est donc à son 4e tome et qui est publié chez les éditions Dupuis. Ensuite donc une sororité, je pense qu'on dit, quand ce sont des sœurs. Voilà, des 3 sœurs qui ont des âges différents, qui ont des aspirations différentes et des goûts différents, mais qui se rejoignent sur les choses fondamentales telles que l'amour familial, telles que l'envie de découvrir des choses, de connaître, l'affection qu'elles peuvent se porter les unes aux autres et aussi leur passion et leur goût pour la nature. Sarah, Cassiopée et Lucille ont déjà eu leur tome individuel, donc on avait eu le premier tome qui, il me semble, était sur Sarah, le second sur Cassiopée, le troisième sur Lucille, je pense que c'était ça, sans certitude toutefois, il faudra vérifier si vous voulez en être sûr. Ici on est sur quelque chose de plus général puisque la thématique qu'on va aborder c'est celle du père. Les 3 sœurs ont passé très peu de temps avec leur papa qui est chercheur en astronomie et qui donc passe le plus clair de son temps perché au sommet d'une montagne à faire de l'observation spatiale et notamment en attendant le passage d'une comète bien spécifique qui est amenée à se présenter dans le ciel l'été où les jeunes filles vont retrouver donc leurs parents. Leur père quoi, parce que pas leurs parents, puisque leurs parents sont séparés. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu une interrogation sur comment jouer le rôle du père et sur cette capacité ou non des enfants à pardonner l'absence et les erreurs des parents. C'était très mature, c'était très beau, accessible à tous les publics encore une fois. Je vous montre quelques planches, parce que là je n'ai pas fait pour ce titre-ci de petites vidéos de présentation comme je le fais habituellement, mais bon voilà, vous avez une idée générale des illustrations. Ça fait vraiment partie de mes illustrations favorites avec les sortilèges de Zora dont je vous ai déjà parlé à de multiples reprises, mais qui est publié chez Glénat, semble-t-il. Je trouve que ce sont des sagas BD qui sont très intéressantes, très recherchées. Dans celle-ci, vous avez vraiment un petit côté les carnets de cerises si vous affectionnez beaucoup cette saga. Voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant ce tome-ci puisque je vous en ai déjà parlé encore une fois en vlog, mais j'ai passé un très bon moment de lecture comme d'habitude. Un ouvrage de jeu avec le Cherche et Trouve, l'arme du crime, publié chez 404 éditions, c'est fait par Nicolas Lozzi et Delius, et alors c'est très largement inspiré, comme vous pouvez le voir, des univers d'Agatha Christie. Je ne connais pas beaucoup Agatha Christie. Pour tout vous dire, je n'ai jamais lu un seul ouvrage de cette autrice et j'ai très brièvement, même pas brièvement, j'ai, on va dire, entreaperçu certaines séquences des adaptations qui ont pu être faites de ses œuvres, mais ça ne m'a pas spécialement donné envie d'y aller, même si aujourd'hui c'est une des grandes influences de la pop culture et même plus généralement de la culture. C'est surtout au niveau du polar et des enquêtes, et c'est pas quelque chose que je fréquente beaucoup et que j'ai envie de fréquenter. Donc voilà, c'est ce qui explique le fait que l'univers d'Agatha Christie me passe un petit peu au-dessus pour l'instant. Mais ce livre de jeu, je le trouve très réussi. D'une part parce que les illustrations ont quelque chose de très adulte, très mature, ce qui fait que cet ouvrage peut être proposé à n'importe quel public. Son niveau de difficulté est assez élevé comparativement à... mince, je ne me souviens plus, je vous mettrai des illustrations ici, les Cherche et Trouve plus jeunesse, et puis même les Où est Charlie, pour vous donner un exemple très connu. Celui-là est plus difficile, il y a aussi une petite enquête de fond, puisque chaque fois on reprend les synopsis des romans d'Agatha Christie. Donc en ça c'est très original, je trouve que le travail fait par les éditions 404 sur ce type de titre est très sympa. Alors après c'est vrai que c'est une maison d'édition qui se consacre majoritairement à des espèces d'ouvrages que je considérerais presque comme produits dérivés, puisque s'inspirant d'univers déjà créés. Mais là c'était très réussi et voilà, je l'ai pas fait seule parce qu'encore une fois je vous l'ai déjà dit dans le vlog, mais je trouve que ce type d'ouvrage, l'avantage c'est qu'on peut le partager aussi, c'est pas une lecture qu'on est obligé de faire seul dans son coin, on peut véritablement inviter des personnes à sa table et prendre un petit moment de jeu comme ça, ce qui est une façon assez différente de passer le temps, j'en conviens, mais qui est intéressante aussi.
J'ai enfin lu Le Malheur du Bas d'Inès Bayard, publié chez les éditions Albin Michel. Cet ouvrage, il m'a été conseillé il y a peut-être 2-3 ans par mon amie NJ du compte Un Livre en Hiver sur Instagram, parce qu'elle savait que cet ouvrage me plairait. Et effectivement, cet ouvrage m'a plu, bien que je ne puisse pas vous donner ce qu'on va faire. C'est que je vais pour l'instant vous faire un débrief sans spoil, et ensuite il y aura un débrief spoil clairement, donc vous aurez qu'à avancer pour passer à autre chose. Alors je ne sais pas mettre les timecodes, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous informer de quand est-ce que le spoil sera terminé. Au pire je vous mettrai un message spoil ici en grand. Voilà. Donc je commence par la partie sans spoiler. Le Malheur du Bas, c'est un ouvrage qui va traiter de la thématique du viol, puisqu'on va suivre comment elle s'appelle, toujours beaucoup de problèmes avec les prénoms. On va suivre Marie, qui est mariée avec Laurent. Elle est très heureuse en mariage. Ils ont d'ailleurs le projet d'avoir un enfant tous les deux. Ils ont une vie conjugale très épanouie sur tous les aspects, que ce soit sexuel, que ce soit au niveau de la complicité intellectuelle, de la complicité émotionnelle. Ce sont vraiment deux êtres qui se sont trouvés et qui s'aiment, voilà, d'un amour très pur et très puissant. Mais un jour, Marie, en sortant du travail, va se retrouver un petit peu sonnée, puisque son vélo lui a été dérobé, et passe à ce moment-là le PDG de sa société qui va lui proposer de la ramener. Et même si au départ elle hésite beaucoup à le rejoindre dans son véhicule, elle finit par le faire compte tenu des intempéries et du fait qu'elle souhaite rentrer chez elle. Donc elle grimpe en voiture avec cet homme, et malheureusement nous allons assister à une scène de viol absolument horrible qui est extrêmement détaillée dans le roman. C'est la première chose que vous devez savoir. Elle arrive dans les 20 premières pages, me semble-t-il, et elle est d'une violence assez sidérante. C'est une scène que vous ne pouvez pas lire avec légèreté. Elle vous rentre dedans, cette scène, elle vous fait mal. Je comparerais un petit peu ce type de description à un passage de King Kong Theory où Virginie Despentes parle justement de la question du viol, et le fait avec des mots assez crus. Bon, Inès Bayard ne passe pas par là, il y a très peu de termes à proprement parler vulgaires, si on peut dire, mais par contre elle ne mâche pas ses mots et elle choisit les termes les plus proches de la réalité, et les plus proches de la réalité ne sont pas poétiques, donc ce n'est pas un passage que vous pouvez savourer en termes de langue, clairement, et puis même en termes de ce qui s'y déroule, mais voilà, vraiment une volonté de retranscrire au mieux avec des termes les termes les plus appropriés qui peuvent véritablement venir à l'esprit de Marie au moment où ça arrive. Voilà, sa façon de décrire l'histoire va vraiment être basée sur l'expérience de son personnage. Je suis désolée, je commence déjà à partir dans tous les sens, et comme il fait extrêmement chaud, mon élocution n'est pas très claire. Mais voilà, ça c'est l'événement qui va faire tout basculer dans la vie de Marie, puisque après ça, tout ce qui va lui arriver va être analysé par... va être terni, va être même entaché par ce viol qu'elle tait, puisqu'elle n'en parle à personne. Elle a été menacée par son PDG pour diverses raisons. Voilà, elle doit maintenir le secret. Si elle ne le garde pas, bien elle perdra son travail, elle sera violentée, personne ne la croira. Vraiment le schéma type de l'enfermement de la victime dans une case où on l'isole pour qu'elle ne puisse pas prendre la parole. Donc c'est vraiment ce que va vivre Marie. La détérioration va être très très rapide, puisque dès le lendemain son compagnon va avoir une relation sexuelle avec elle qu'elle va extrêmement vivre, et elle va tomber enceinte. Et la grande question qui va sous-tendre tout ce roman, c'est la question de la paternité, qui est le père de cet enfant. Bref, à partir de là, je vais basculer sur la partie... Je vais d'abord vous donner mon avis avant de basculer sur la partie spoiler. J'ai trouvé que c'était un roman très intéressant. Qu'on soit clair, toute la partie qui ne va pas me plaire et que je vais pouvoir détailler dans la partie spoiler, ça va être vraiment de la nuance, parce qu'en soi je trouve que ce roman est nécessaire, je trouve qu'il est bien écrit, je pense qu'Inès Bayard a un véritable talent, je trouve qu'elle manie les mots avec une aisance et aussi avec une facilité assez déconcertante, parce qu'on sent que tout coule de source et tout est écrit avec beaucoup de simplicité et d'authenticité. Donc pour toutes ces raisons là, je ne peux qu'acclamer la parution de cet ouvrage, que je trouve très réussi, et je comprends tout à fait le fait qu'il ait été pressenti pour le Goncourt. Mais voilà, là je bascule dans la partie spoiler, je vous préviens, je vous mettrai un message juste ici pour le spoil. Ce qui m'a dérangé profondément, très profondément, puisque le roman se termine là-dessus, c'est que pour un roman qui prétendait mettre au centre l'acte du viol et toutes les séquelles que ça aura sur la victime, ce qui est le cas, on parle vraiment des séquelles que le viol a sur Marie, mais malheureusement,
la chute de ce roman, c'est en fait on découvre qui est le père de l'enfant, et alors tout est construit en fait autour de cette fin, c'est-à-dire que c'est vraiment un ouvrage construit en sablier. On part de quelque chose d'un petit peu plus large et puis petit à petit l'étau se resserre et on arrive finalement à la révélation finale. Moi je ne souhaitais pas que la révélation finale ce soit cette question, parce que je ne pense pas que ce qui était à mettre au centre c'était le fait que ce qui avait gâché la vie de Marie c'était que cet enfant soit celui de son violeur ou celui de son mari. Je pense que ce qui a gâché la vie de Marie, c'est cette agression sexuelle, c'est cette obligation au silence, c'est le fait de devoir rester enfermée seule avec ce traumatisme. Évidemment, c'est la question de la maternité, d'avoir porté un enfant qui potentiellement est celui de son violeur, je l'entends parfaitement. Mais le problème, c'est que ça pose une question de la cohérence de l'ouvrage, puisque véritablement, si c'était le problème, à aucun moment Marie ne décide de faire un test de paternité, à aucun moment elle ne décide de se faire avorter, à aucun moment elle décide de prendre une contraception d'urgence. Et du coup j'ai trouvé que cette question-là, non pas vraiment ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas c'est pas que quand on est victime d'une agression sexuelle, la première chose à laquelle on pense c'est cela. Mais le problème c'est que si ce n'est pas la priorité du personnage, je ne comprends pas que la fin de l'ouvrage opère ce basculement qui fait que la paternité devient le centre de la problématique, comme si ce que Marie craignait le plus, c'était le fait que son mari apprenne que potentiellement cet enfant n'est pas de lui, en sachant qu'elle ne sait même pas s'il est de lui ou pas. Je trouve que ça renverse complètement la question de qui est la victime dans l'ouvrage, et que c'est assez problématique en ce sens-là, bien qu'encore une fois, je le souligne, ce soit mon interprétation, ma grille de lecture. Malgré tout cela, j'ai trouvé que c'était un ouvrage très bien écrit, une nouvelle fois. Et voilà, et je vous recommande d'en faire la lecture. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà découvert Inès Bayard. Mais voilà, en tout cas ce sont tous mes ressentis. Et voilà, fin de la partie spoiler, je vous le mettrai là. Mais sachez voilà, qu'il y a toute cette dimension-là qui potentiellement peut vous déranger. Je poursuis avec un autre ouvrage d'Inès Bayard, à savoir Stieglitz, qui est un ovni. Je ne sais absolument pas comment vous parler de ce titre, puisque dans ce roman on suit Lénie qui est mariée à un homme avec qui elle vit dans une espèce de banlieue à Berlin et qui mène une vie d'une banalité affligeante. Elle n'a aucun centre d'intérêt. Sa seule aspiration c'est de revivre chaque jour la même journée et de rester dans cette routine stérile qui semble paradoxalement lui convenir. Alors au début on a beaucoup de mal à comprendre dans quoi on va se lancer, puisque ça c'est le point de départ du récit, arrive un événement un petit peu qui vient rompre, qui vient casser la routine, mais cet événement est finalement secondaire, c'est-à-dire qu'on le mentionne et qu'il disparaît, il ne disparaît pas, il apparaît sous de nouvelles formes plus tard dans le récit. Un coup de feu est tiré et je crois que c'est un voisin qui tue sa femme. Alors pour vous dire à quel point l'événement est anecdotique, je n'ai même pas le souvenir de si c'est véritablement un homme qui tire sur sa femme. Et donc à partir de là, la routine bien rodée de Lénie va s'effondrer. Son mari va partir théoriquement pour quelques jours pour un voyage d'affaires, finalement décider de ne pas rentrer et elle va être livrée à elle-même et découvrir des environnements assez sombres. Alors au départ je pensais qu'on allait partir sur quelque chose qui ressemblait pas mal au Truman Show. Les descriptions qui étaient faites, la façon dont Lénie analysait son propre environnement, ça donnait vraiment ce côté vie dans une télé-réalité où tout se reproduit sans cesse. Alors finalement ce n'est pas du tout le propos de l'autrice, me semble-t-il, de ce que j'ai pu en comprendre. J'ai l'impression bien plus que alors on va analyser des événements traumatiques de l'existence à l'aune d'autres événements qui leur font écho. Il y a cette partie-là déjà. Ensuite j'avais aussi l'impression qu'il y avait cette volonté de parler de milieux un petit peu obscurs, puisqu'à un moment, je suis désolée encore une fois, il est possible que le cadre ait légèrement changé puisque l'appareil a de nouveau surchauffé quand je vous dis qu'il fait chaud. Oui voilà, le personnage de Lénie va se retrouver dans une spirale très obscure et notamment fréquenter des endroits qui moi m'ont un petit peu fait penser à des clubs de nuit ou des bars américains. C'est pas exposé de cette façon, mais le rapport qu'elle va entretenir avec ses clients est assez particulier.
Donc il y a beaucoup de choses dans ce roman, c'est très dense, mais je pense que c'est trop métaphorique pour être compris et que la fin ne se donne pas le temps d'expliquer où veut en venir l'autrice, bien que voilà, à la fin on comprenne qu'il y a une espèce de circularité dans la vie de Lenny et que les choses se répondent, mais j'ai pas trouvé ça très concluant comme fin. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas réussi à m'imprégner véritablement du message de l'autrice, mais en tout cas, ça a beaucoup moins marché qu'avec Le Malheur du Bas, qui était très explicite pour le coup, et qui c'était vraiment ce qui faisait sa force, la clarté de la plume d'Inès Bayard, et là voilà, pour moi ça a été un petit peu l'inverse. Je reste chez Albin Michel avec un titre de la rentrée littéraire de septembre, donc un ouvrage qui arrive au mois d'août, alors peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il sera... Non, il sera pas encore sorti, je pense pas. Psychopompe, donc je vous en ai parlé dans le dernier book haul, je crois, assez évasivement. C'est un ouvrage, alors je ne sais plus le combienième d'ouvrage d'Amélie Nothomb. Déjà, la première chose que je tiens à souligner, c'est que plus les années passent, moins je trouve qu'il y a de textes dans les romans d'Amélie Nothomb, et leur prix est toujours de 18,90 €. Bon, c'est un détail. Psychopompe, c'est Amélie Nothomb qui nous explique sa passion lorsqu'elle est petite pour l'ornithologie et ce qui va logiquement pour elle découler de cette passion, à savoir le rôle. Cette fois, je n'avais plus de batterie. Donc le rôle de psychopompe qu'elle va endosser notamment pour son père. Le rôle de psychopompe est décrit notamment par le biais des figures mythologiques d'Hermès et de Orphée. Alors d'Hermès parce que si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque, il est celui qui accompagne les âmes aux enfers. Et oui, simplement ça. Il les accompagne aux enfers parce qu'il ne leur fait pas traverser il ne les aide pas à traverser le Styx, c'est pas dans mes souvenirs. Et l'autre figure mythologique clé qui endosse le rôle de psychopompe un petit peu, mais différemment, c'est bien évidemment Orphée avec Eurydice. Et donc Amélie Nothomb nous explique un petit peu cette espèce de fonction qui serait presque inhérente à ce qu'elle est, parce que ce n'est pas véritablement quelque chose qu'elle apprend. Il y a aussi toute une dimension mystique avec la possibilité de parler avec nos défunts. Alors c'est joli, voilà, c'est joli. Il y a des espèces de fulgurances aussi dans la langue, dans le style et dans la construction. Mais alors déjà, premièrement, je trouve, et vraiment d'une année à l'autre, je trouve que le problème s'accentue. Le dernier en date que j'ai beaucoup apprécié, c'est Soif, c'est le dernier. Et en dehors de cela, j'avais bien aimé Les Prénoms épicènes et j'avais bien aimé Les Aérostats. Voilà. Tous les autres, j'ai trouvé que petit à petit, Amélie Nothomb vraiment se cantonne à elle-même lorsqu'elle écrit et fait ça d'une façon que je trouve très égocentrique. Et c'est dérangeant à la lecture. Alors, je sais que dans la littérature blanche, il y a cette espèce de consensus à être snob, mais alors, je ne trouve pas que ça fasse de la bonne littérature. Pas du tout. Et là, pour moi, c'est clairement ce dont souffre Psychopompe. Maintenant, j'ai regardé une interview concernant l'ouvrage, dans laquelle Amélie Nothomb explique que, alors attendez, je vais essayer de retrouver les titres, mais qu'en gros Psychopompe viendrait clore une trilogie sur cette fameuse question du rôle de Psychopompe qu'elle adopte. Alors attendez, il faut que je trouve les titres qui étaient pris dans cette question-là, dans le parallèle qu'elle pouvait faire. Alors déjà, il y a Premier Sang qui était celui qui abordait la vie et les souvenirs de son père. Ah mais si, je suis bête. Le troisième, c'est Soif, puisque justement, elle parle de cette trilogie comme une espèce de trinité, comme la trinité catholique, quoi. C'est-à-dire que vraiment, donc Soif, ce serait le fils dans le sens où c'est la vie de Jésus. Le père, ce serait le roman qu'elle a écrit sur son père, donc Premier Sang. Et le Saint-Esprit, ce serait donc ce roman-là où elle parle de son rôle de psychopompe, comme si elle endossait en fait cette part... voilà, du Saint-Esprit, ce qui est assez surprenant, ce qui est assez égocentrique aussi, je trouve, mais qui en plus n'est pas, à mon avis, assez fouillé. On est sur quelque chose qui survole et qui... Et en fait, on passe par plein de choses, notamment, c'est un passage de la vie d'Amélie Nothomb qui est extrêmement traumatique, c'est son agression sexuelle lorsqu'elle est, je crois que c'est au Bengale, et agression sexuelle qui a lieu devant tout le monde. Et alors, ici aussi, elle est mentionnée un petit peu comme elle l'était dans un autre de ses titres dont je ne me rappelle pas le titre.
Et ça ne sert même pas d'élément central à quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est mentionné comme ça, voilà. Qu'ensuite, alors je sais qu'il y a toute cette partie ensuite où on nous dit oui mais à l'époque c'était pas quelque chose dont on parlait. Oui mais aujourd'hui on en parle. Et du fait qu'aujourd'hui on en parle, je trouve que c'est compliqué en tant que femme qui a autant de notoriété et dont les livres sont autant lus, d'aborder ça comme quelque chose de... Mais je l'entends dans le sens où c'est une expérience vécue, c'est un témoignage, c'est-à-dire que je ne peux pas critiquer ça dans le sens où c'est pas un événement qui arrivera à un protagoniste fictif. Là on parle d'une personne qui vit quelque chose. Mais voilà, c'est la deuxième fois où cet événement est mentionné et j'entends tout à fait qu'Amélie Nothomb n'ait pas forcément envie d'écrire dessus ou quoi que ce soit. Mais la façon dont elle s'en sert dans l'ouvrage, je ne l'ai pas comprise, clairement pas. C'est doublé aussi de toute cette partie sur l'ornithologie qui quand même sur les 150 pages que compte le roman en représente bien 70. Ce parallèle entre psychopompe et oiseau qui pour elle semble couler de source mais qui en soi ne coule absolument pas de source, je veux dire tout ça c'est du symbole, c'est de la mystique, c'est des choses qu'on va cristalliser sur l'image qu'on se fait des animaux, mais en aucun cas l'oiseau n'a... Enfin bon bref, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vraiment saisies, et puis toute cette mystique qui ne me dérange absolument pas. J'adore quand on construit une espèce de mythologie dans sa propre œuvre, je trouve ça très bien. Même si, encore une fois, je trouve que ça fait un peu auteurs qui ont le melon. Bon, pourquoi pas. Après, en littérature blanche, ça me dérange un petit peu plus parce que, bon, déjà, non pas que la postérité valide les auteurs, mais quand même, il y a beaucoup de choses qu'on lit en littérature blanche qui sont assez discutables, quoi, que ce soit en termes de qualité littéraire ou en termes même de récits faits. Et puis même, je trouve que de plus en plus, dans les récits de littérature blanche, je trouve que les pensées sont rétrogrades. On revient à des époques enfin, je sais pas, c'est fou. Avant, dans la littérature, il y avait un côté avant-gardiste. Maintenant, j'ai l'impression qu'on œuvre pour préserver quelque chose qui est mort déjà, d'une part, et qui n'était pas forcément légitime. Donc, bon, voilà, il y a tout ça qui me dérange. Il y a tout ça. En fait, c'est tout ce que je n'aime pas dans la littérature blanche, je pense, ce roman. Donc, ça n'a pas été pour moi. Encore une fois, je précise toutefois qu'il y a des fulgurances et des petits moments de style qui sont très, très, très appréciables et qui font que j'aime beaucoup ce que fait Amélie Nothomb de façon générale. Mais plus le temps passe, moins j'apprécie son travail et je pense que l'année prochaine... Et je vous dis ça, mais l'année prochaine, je le lirai aussi. C'est ça le truc. Je ne retiens pas mes leçons, mais j'aime tellement entendre Amélie Nothomb parler du processus d'écriture, de la façon dont elle écrit, de sa passion, de ce qui l'anime quand elle se met à son bureau et qu'elle entame son travail d'écriture. C'est vrai que ouais, en fait ça prend le pas sur tout le reste. Juste l'entendre parler, ça me donne envie de la lire et pourtant quand je la lis, voilà, je ne suis pas du tout conquise. Je l'ai été, hein, bien évidemment. J'ai adoré Hygiène de l'assassin, j'ai adoré Mémoire d'Hirondelle, j'ai adoré Stupeur et Tremblement, j'ai adoré Antéchrista, qui est sûrement mon préféré. J'ai adoré Acide sulfurique, mais tout ça, ce sont des ouvrages quand même qui commencent à remonter un petit peu. C'était un petit peu les débuts d'Amélie Nothomb, qui avait quelque chose d'un petit peu subversif, peut-être même à cette époque-là, déjà parce que c'était une jeune femme, très brillante, qui avait un côté très élitiste aussi et qui se permettait de l'avoir et de le revendiquer, ce qui était très bien et qui a certainement participé à démocratiser la position de la femme intellectuelle dans le monde littéraire à notre époque, j'en doute pas. Mais voilà, petit à petit, je m'éloigne de ce que peut proposer cette autrice. Ensuite, Hiroshima, mon amour de Marguerite Duras, qui est, contrairement à ce que j'ai pu vous dire dans un vlog, non pas une pièce de théâtre, mais le scénario et en gros le texte de l'adaptation cinématographique donc de Hiroshima, mon amour, donc le script on pourrait dire. Alors c'est très joli, c'est vraiment très très joli. Je vous recommande d'ailleurs de regarder le film, bien que moi j'ai beaucoup de mal avec ce type de jeu d'acteurs qui finalement sont assez... après c'est très suggestif, mais en même temps la forme écrite l'est aussi et je trouve que ça fait partie du style durassien, donc c'est compliqué de dire que je n'ai pas aimé l'adaptation. Je trouve qu'elle est vraiment très poétique, elle est très intéressante et elle est à voir. Mais je pense que le texte peut se suffire à lui-même. Après, ce qui est vraiment bouleversant dans le film, c'est de voir ces images d'un Hiroshima détruit, de jeunes enfants qui ont été fortement ébranlés par la bombe atomique, de personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs proches, qui ont été défigurées, qui ont perdu l'usage d'un bras, d'une jambe, qui n'auront plus jamais la même vie, qui ne peuvent plus retourner sur les terres de leurs ancêtres. Donc tout ça c'est vraiment très très fort et très bien décrit très bien
montré tout du moins dans l'adaptation d'Hiroshima mon amour. C'est pas mon texte préféré de Duras, mais c'était très agréable à découvrir. Vous pouvez voir d'ailleurs sur la couverture les acteurs qui sont donc présents. Le film, c'est un film d'Alain René qui est en noir et blanc, qui dure approximativement 45 minutes. La musique aussi, le choix de la musique est très intéressant dans le film. Bref, il y a tout un tas de choses qui sont très intéressantes, mais c'est pas mon ouvrage préféré de Marguerite Duras. Et je vais clore cette avis lecture avec Jésus et Mahomet, profonde différence et surprenante ressemblance de Marc à Gabriel, qui est un islamologue spécialiste qui ensuite a étudié la théologie chrétienne aux États-Unis et qui s'est converti au christianisme. C'est un ouvrage qui est très intéressant, qui est construit d'une façon très ludique et qui, donc, je trouve, est très accessible pour les personnes qui peuvent s'intéresser à cette question du parallèle qu'on peut faire entre Mahomet et Jésus. Alors, vous avez, je vous montre un petit peu à quoi cela ressemble, mais en gros, des grosses thématiques qui sont abordées. On va par exemple avoir l'enfance, la révélation, comment les prophètes sont annoncés dans les ouvrages antérieurs. Vous allez avoir aussi donc de quelle façon chacun a voulu et pu véhiculer son message. Donc pour Jésus, un message... donc le message des évangiles, donc voilà, et puis pour le prophète Mohammed, donc plus l'aspect, comment dire, le processus de diffusion de l'islam. Donc voilà, vous avez tous ces parallèles qui sont faits, et ensuite vous avez donc le témoignage de ce monsieur qui vous explique pourquoi il s'est converti au christianisme et pourquoi le Christ, la figure du Christ lui a apporté plus que ce qu'il pouvait trouver dans la religion musulmane. Voilà, après c'est un témoignage, donc c'est vraiment de l'ordre de l'expérience propre et personnelle. Il n'y a rien de spécialement, comment dire, endoctrinant dans l'ouvrage. J'espère que le terme s'emploie et se dit. C'est bien plus un partage d'expérience et aussi l'auteur qui donc se sert de ses connaissances, notamment des hadiths de la vie du prophète Mohammed et de sa connaissance des évangiles, pour créer un parallèle entre les deux et étudier ces deux figures qui portent aujourd'hui deux des plus grandes religions monothéistes. Donc voilà, c'est vraiment très instructif. Après, le seul petit bémol, c'est que ce sont des ouvrages qui sont publiés par des maisons d'édition qui sont déjà orientées, des maisons d'édition chrétiennes. Donc nécessairement, ce qu'on va trouver à l'intérieur, ça va être orienté dans le sens comment dire, Dieu est posé comme une certitude, voilà, dans ces ouvrages. Ce qui me dérange pas, parce que actuellement, voilà, je suis en pleine étude, encore une fois, de la Bible et d'autres ouvrages annexes. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément étudié ces textes-là et qui manque un petit peu de discernement, sans méchanceté aucune, qui est encore novice sur des questions un petit peu de théologie, je trouve que ce genre d'ouvrage peut potentiellement, bah si, en fait, du coup, finalement, il y a un petit côté endoctrinant, puisque j'allais parler d'influence. Mais c'est pas fait d'une façon vulgaire et grotesque et beaucoup trop visible. Voilà, il y a un petit peu de subtilité. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Je l'ai lu en 1 jour et demi pour vous donner un ordre d'idée. C'est un ouvrage qui est très peu onéreux. Il est à 6 €. Vous pouvez le trouver absolument partout. Pour ma part, je l'ai trouvé dans une librairie protestante sur Alès. Mais vous pouvez le trouver un petit peu partout. Il me semble que je l'avais vu à la Fnac d'Avignon. Non, à Cultura d'Avignon. Donc voilà, vous avez tout à fait possibilité de le trouver assez facilement. Parce que moi, comme une idiote, je n'ai pas vraiment regardé partout. Voilà. Donc j'avais l'occasion de me rendre dans une librairie protestante, c'est là que je l'ai demandé et qu'ils l'avaient, mais j'avais pas besoin de m'embêter, quoi. Clairement, il était aussi disponible dans les librairies d'à côté. Voilà. Bref, donc ouais, c'était une lecture instructive qui du coup est déjà une lecture un petit peu plus niche que ce que je vous ai présenté jusque-là, puisque sur un sujet bien spécifique, mais en tout cas c'était enrichissant et c'était intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vais très rapidement aller me rafraîchir parce que la température est insupportable. Je pense qu'il doit faire 32 là à l'étage. Je n'en peux plus. J'espère que, encore une fois, je ne luis pas comme une guirlande et que mes propos sont restés cohérents malgré la chaleur qui est vraiment trop difficile à supporter. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.